Bonjour et bienvenue à ce 5e webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc, en partenariat avec Icône Juris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc, représenté par Souad El Cohen et Radouane Zbata. Je suis Angélique Azi, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne Lexis Maroc. Alors que l'état d'urgence sanitaire a été décrété au Maroc depuis le 20 mars dernier, des mesures ont été prises en faveur des entreprises, notamment concernant le report des échéances fiscales et le paiement des cotisations sociales. Marc Veuillot nous avait présenté ces mesures lors d'un webinaire organisé la semaine dernière. Qu'en est-il du fonctionnement lui-même des sociétés et des règles régissant la vie de celles-ci en cette période particulière? C'est à cette question que nos deux invités d'aujourd'hui vont tenter d'apporter une réponse. Nous avons pour cela l'honneur, une nouvelle fois, d'accueillir des spécialistes de la matière. Christophe Bachelet, Managing Partner chez DLA Piper, qui a plus de 20 ans d'expérience en matière de fusion-acquisition transfrontalière, restructuration d'entreprise, opération de private equity. Christophe Bachelet est également conférencier à l'ICC de Casablanca et fait partie de la commission juridique de Casablanca Finance City. Et Rita Moussaïd, avocate au barreau de Casablanca. Rita a développé une expérience en droit immobilier et en droit des sociétés. Elle intervient dans des opérations M&A d'acquisition ou de vente de sociétés ou de branches d'activité, notamment dans les domaines de l'éducation, industrielle et de la santé. Merci donc à nos deux invités d'avoir répondu positivement à notre invitation pour évoquer l'impact de la crise sanitaire sur l'organisation et le fonctionnement des sociétés au Maroc. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention de nos experts via le chat. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez que nos intervenants apportent une réponse en priorité. Je passe donc la parole à Christophe Bachelet. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas, peut-être que sur je vois les slides qui défilent. Tu peux passer les jolies photos, Rita. Je pense que on est un petit peu différent après 3 semaines de confinement. Bonjour à tous. On va peut-être passer directement sur l'introduction. C'est vrai qu'on a tous été, je pense, touchés de plein fouet par cette terrible maladie et cette période de confinement. Toutes les sociétés ont réalisé que le télétravail avait quelque peu ses limites et cette période perdure. Euh, on pourrait décliner finalement la formation d'aujourd'hui en deux modules, si on s'en tient en droit des sociétés. Il y a, j'allais dire, la vie sociale. Donc, on va surtout discuter de ça aujourd'hui, c'est-à-dire il y a eu un petit peu un phénomène, pas de panique, mais de stress de beaucoup de nos clients, c'est bien normal. Lorsque la période de confinement est arrivée en mars, à une époque où en général on tient nos conseils d'administration pour arrêter les comptes. Donc toute cette vie sociale, elle a été un petit peu perturbée. Et on avait aussi des opérations de fusion-acquisition qui étaient en cours, avec, pour ceux qui connaissent un petit peu le jargon du M&A, des grandes problématiques sur les Material Adverse Change Clause, tous ces événements significatifs. Comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, combiner une période de lockdown, d'épidémie aussi importante au niveau mondial, de chute des marchés boursiers, avec un process classique d'opération d'acquisition. Donc peut-être qu'on fera un module plus tard sur le sujet. Alors c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une situation avec un seul texte qui a été, et Dieu merci quand même, qui est venu rappeler et rassurer beaucoup de monde que il y avait une suspension des délais, de tous les délais légaux. Maintenant, suspension ne veut pas dire exonération de toutes les formalités de convocation, et Dieu sait qu'on est dans un droit très formaliste. Mais peut-être, et j'ai horreur des comparables, mais dans certaines autres juridictions, il y a eu, j'allais dire, un peu plus d'éventail de textes qui sont parus assez rapidement pour rassurer, sécuriser, faciliter la vie sociale, ce qui n'a pas été le cas au Maroc.
aucune critique, bien entendu, de notre part. Je pense qu'il y avait des sujets d'ordre social beaucoup plus importants peut-être que notre petite vie sociale de procès-verbaux, de réunions à tenir. Donc, je pense qu'il y a eu des hiérarchies, des priorités qui ont été faites par le gouvernement. Mais peut-être, Rita, tu avais donné, peut-être tu peux donner à titre d'exemple ce qui a été fait un petit peu dans d'autres pays. Alors, si on prend l'exemple de la France, donc des ordonnances spécifiques ont été publiées en la matière. Elles adaptent les règles de réunion et de délibération des assemblées générales et des conseils d'administration. Donc, par exemple, les sociétés peuvent choisir de tenir leur réunion du conseil d'assemblée pour l'arrêté et l'approbation des comptes, hors la présence physique de leurs associés et actionnaires par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Et pour les sociétés à responsabilité limitée, le législateur a permis la consultation écrite. Aussi, à titre d'exemple, les groupements de droit privé peuvent aussi choisir de différer cette tenue au-delà des 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Bon, alors de toute Donc, c'est pour ça façon, qu'il faut peut-être faire ouais, bon. une distinction entre peut-être les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés C'est anonymes. vrai qu'on va. Alors, pardon pour le Mhm. distinguo peu original, mais c'est vrai qu'on va commencer par parler des sociétés anonymes et ensuite des SRL. Alors, peut-être tout malheur est bon, j'allais dire. C'est vrai que cette crise, pour beaucoup de sociétés, va présenter, à mon avis, deux intérêts, ou leur a démontré parfois deux limites. Un, les limites qui peuvent être malheureusement mis dans des statuts parce que personne n'ayant anticipé ce type de confinement, on va s'apercevoir que c'est dommage parfois de ne pas avoir modifié les statuts pour prévoir les visioconférences. On le voit, le législateur français a passé une loi pour donner cette facilité. Là, malheureusement, on va se retrouver parfois un peu pris au piège de statuts qui ne sont peut-être pas revisités et personne ne s'attendait, j'allais dire, à un tel phénomène de confinement. Deuxièmement, et je pense que ce sera la leçon, il est temps et on fera tout notre possible pour lobbyer en ce sens. Il faut qu'il y ait une vraie loi qui soit applicable signature électronique. On s'aperçoit que ça devient assez compliqué. On va le voir, on arrive quand même encore à s'organiser pour essayer de monter des conseils d'administration et des AG parce qu'il y a des sujets urgents sur lesquels il faut délibérer, mais on en arrive à des mécaniques et des logistiques un peu complexes alors que des procédures faciles de signature électronique nous permettrait d'être beaucoup plus efficaces. Et c'est à peu près la même, j'allais dire, limite et critique. Et on fera remonter le point au législateur pour tous les processus en ce moment de cession, d'acquisition de sociétés où malheureusement on est aussi un petit peu bloqué ou en tout cas retardé par l'absence de signature électronique. Alors voilà pour cette introduction. Donc on va commencer par dérouler ensemble un petit peu redécouvrir finalement les possibilités, les outils que nous offre le droit des sociétés, en se focalisant bien entendu sur j'allais dire, la priorité en ce moment qui a été un petit peu les processus d'arrêté en vue de la future approbation des comptes, parler un petit peu de cette suspension de délai, ce qu'elle peut apporter, avec un premier warning. Ça n'est qu'une suspension de computation des délais, ça n'est pas du tout une grande exonération pour le formalisme de convocation et les règles notamment de quorum. Donc on va peut-être d'abord parler des conseils d'administration. On peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Rita. Merci beaucoup. Alors vous voyez, c'est très c'est très perturbant pour nous parce que on est aussi dans des endroits différents et on ne voit pas l'auditoire. Donc euh, alors c'est vrai que pour les conseils d'administration, on redécouvre et souvent des clients n'ont pas ce piège en tête, le piège des règles de quorum qui est glissé dans la loi sur les conseils d'administration. Il faut que la moitié au moins des membres du conseil d'administration soient présents.
c'est vraiment une présence physique. Ce qui veut dire que d'abord, il faut qu'on soit en mesure d'avoir un lieu pour tenir notre conseil d'administration qui soit pas nécessairement le siège social de la société. Donc ça veut dire s'assurer d'une part dans les statuts, vous avez une possibilité particulièrement aux sociétés qui ont un actionnariat, une représentation de conseil d'administration international. Il a été encore possible, avant le confinement, j'allais dire, total de la planète, de déplacer la réunion du conseil d'administration. Je prends un exemple à Dubaï, mais maintenant ça va être le cas pour tous les partenariats qui sont en Asie. On a eu une phase de confinement, j'allais dire, progressive, comme une vague, et on va voir une vague enfin un ressac, si on peut employer cette image, avec une phase de déconfinement progressif, ce qui va permettre à pas mal de sociétés de pouvoir, le cas échéant, tenir le conseil d'administration dans un autre lieu, mais néanmoins, vérifier que le siège, enfin que les statuts, pardon, prévoient cette flexibilité, et deux, il faut qu'on ait au moins la moitié des membres du conseil d'administration physiquement présents lors de cette réunion. Alors, j'insiste et je donne un exemple. Si on a un conseil d'administration avec 7 membres, il en faut au moins 4 qui soient présents. Donc ça, c'est pour les règles de quorum. On retrouve un peu plus de souplesse après pour les règles de vote. On a la possibilité de donner. Alors, il faut du coup organiser, j'allais dire, tout un système de mandats. Alors, un administrateur peut donner mandat par écrit à un autre administrateur, mais à un seul. Alors là aussi, j'allais dire, la loi ne nous aide pas beaucoup. Ensuite, il faut que cette possibilité de mandat ait été aussi, enfin, n'ait pas été, j'allais dire, contrariée par les statuts. En règle générale, on se contente de recopier ce qu'il y a dans les statuts, mais je pense à beaucoup de sociétés qui logent, j'allais dire, un pacte d'actionnaires. On peut avoir un certain nombre peut-être de dérogations malheureuses sur ce point-là. Ensuite, il faut avoir la possibilité de recourir à la visioconférence. Alors là aussi, petit piège par des jeux de renvoi, et on s'est permis de rappeler les limitations à la visioconférence. Dans un certain nombre de cas de sujets, et ça a bien été la limite de l'exercice, il n'est pas possible de tenir une visioconférence. Lorsqu'il s'agit de nomination de membres de conseil d'administration, DGD, révocation du DG, et surtout, j'allais dire, le point qui nous intéresse, qui nous intéressait en tout cas en mars, qui était l'arrêté des comptes. Alors, comment est-ce qu'on a pu, j'allais dire, un peu rebondir sur cette problématique d'arrêter des comptes? Il faut juste peut-être, j'allais dire, mettre de côté pour le moment la pratique de marché, j'allais dire, qui veut que comme on a des liasses fiscales et des états financiers à déposer auprès de l'administration fiscale avant la fin du mois de mars, c'est vrai qu'il y avait une grosse pratique de tenir les conseils d'administration à la dernière minute, j'allais dire, pour arrêter les comptes. Mais en fait, c'est pas une obligation légale de tenir son conseil d'administration dans le courant du mois de mars. Donc, on a expliqué à beaucoup de clients qu'il était beaucoup plus prudent de reporter la réunion du conseil d'administration. La contrainte légale, c'est de tenir ses comptes quand on est une société qui clôt son exercice à la fin de l'année avant la fin du mois. Et on a bon espoir, avec la suspension des délais, de pouvoir, j'allais dire, décaler jusqu'à fin juillet, enfin en tout cas à raison de cette période de confinement qui, j'espère, sera la plus courte possible, de reporter la date de l'Assemblée générale. Donc dans la plupart des cas, on a préféré en fait conseiller ce report plutôt que de se lancer là aussi dans une pratique de marché, mais qui est totalement illégale, avec derrière des certes petites, mais des sanctions pénales, qui est la pratique du PV tournant.
Alors la pratique du PV tournant, elle se fait malheureusement, j'allais dire, dans beaucoup de sociétés qui en général ont un actionnariat fermé, où on prend, j'allais dire, le risque d'aller contester quoi? La validité de la réunion avant tout pour un défaut de quorum lié à cette obligation d'avoir deux membres effectivement présents et d'être en mesure de prouver leur présence physique. Dans tous les dossiers de précontentieux ou de pré-arbitrage, j'allais dire le premier moyen pour aller essayer d'embêter ce qui était jadis son très bon partenaire, c'est d'aller casser et d'aller rechercher la nullité d'un certain nombre de décisions sociales qui ont été prises et pour aller après sur un terrain pénal. Donc on le déconseille vivement, surtout que souvent finalement c'est plus une question de report. Quand on n'a absolument pas le choix, la visioconférence, et Dieu merci, beaucoup de sociétés ont quand même prévu ça dans leur statut, reste un système. Mais pour l'arrêté des comptes, j'allais dire, il n'y a pas de solution miraculeuse. Seul le report est envisagé. Alors peut-être un Monsieur dernier Bachelet, point. Oui. je reviens juste sur la visioconférence parce qu'on a une question qui a Hum. recueilli beaucoup de suffrages. La loi 1795 permet-elle officiellement la tenue des conseils d'administration en visioconférence? Oui, mais pour autant, c'est toujours le problème, pour autant que vous l'ayez prévu dans les statuts. Et D'accord. je pense que c'est pour ça que le législateur est intervenu en France pour essayer d'avoir une loi, j'allais dire, umbrella, diraient nos amis anglais, pour couvrir toutes les sociétés, y compris celles qui n'avaient pas prévu ce recours dans les statuts. Malheureusement, pour le moment, on a cette flexibilité, mais encore faut-il avoir prévu cette possibilité dans les statuts. Et encore faut-il ne pas, j'allais dire, délibérer sur un ordre du jour qui concerne les points qu'on a mis en exergue sur nos slides, et particulièrement l'arrêté des comptes. Mais typiquement, quand vous avez cette possibilité qui est offerte, la visioconférence, que vous n'avez pas un ordre du jour, j'allais dire, interdit à la visio, vous pouvez monter en place un système de visioconférence, un petit peu comme le nôtre. On va passer au point suivant. À mon sens, le plus important, c'est d'être en mesure de démontrer qu'il y avait une présence effective des membres et un enregistrement sonore. Donc peut-être, Rita, je te laisse les prérequis Mhm. pour avoir une visioconférence de ce nom. De ce nom. Alors, au fait, pour la visioconférence, il est clair que cette possibilité trouve toute sa pertinence dans le contexte actuel. Alors, une multitude d'applications et de moyens technologiques peuvent permettre aujourd'hui de tenir ces réunions à distance. Pour évoquer à titre d'exemple Skype ou Teams ou même WhatsApp. Par contre, il faut être très vigilant et faire attention car toutes ces applications ne répondent pas nécessairement aux exigences de la loi. Alors, la loi, elle met en place un certain nombre de conditions pour que la visioconférence et les délibérations prises de cette manière soient légales. Il s'agit d'abord de satisfaire à des caractéristiques techniques qui garantissent une participation effective aux réunions et que les délibérations soient retransmises de façon simultanée et continue. Le moyen technologique doit également permettre d'identifier préalablement les personnes qui participent par ce moyen à la réunion. Ce moyen également doit permettre un enregistrement fiable des discussions, car c'est le seul moyen de preuve qu'on a. Donc, il faut un moyen qui permet la transmission de la parole, des documents, la transmission d'images, de vidéos et l'enregistrement de la séance. Donc, l'absence d'un des éléments que je viens de citer viendrait invalider les délibérations de ces réunions. Par exemple, si en cours de la visio, un incident technique arrive, dans ce cas, le procès-verbal de la réunion doit faire état lorsque celle-ci, par exemple, est perturbée par une mauvaise connexion ou tout autre incident. Encore un point important, c'est que cette visio n'annule pas l'obligation de convoquer une assemblée ou un conseil et la convocation devra tout de même être faite dans la forme et conditions prévues par la loi, par les statuts et doit aussi contenir le lieu, la date et l'heure des réunions
et surtout ne pas oublier de préciser le fuseau horaire pour éviter toute ambiguïté. Et bien, Euh, bien rappeler qu'il s'agit d'une visioconférence. Donc, ça impose hum, un PV qui soit pas un copier-coller sur ce qui avait pu être fait dans les autres réunions. Il faut vraiment indiquer le déroulement de la visioconférence. Euh, hum, J'allais dire le point, et c'est peut-être un peu malheureux, on s'aperçoit euh, avec laquelle avait été introduite en fait le recours à la visioconférence, c'est particulièrement en fait pour les assemblées d'actionnaires. Parce que il y a tout un cadre, malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend de dans quel point, d'un point de vue on se place, pour tout ce qui est feuille d'émargement et feuille de présence pour les assemblées générales. Le législateur n'est pas allé au bout, j'allais dire, de la logique. Autant il a été que les règles de quorum ne s'appliquaient pas en visioconférence pour le conseil d'administration, en parlant, en disant bien que les personnes sont réputées présentes en visio, mais on se retrouve un peu seul, j'allais dire, pour la problématique de la feuille d'émargement. Euh, la feuille d'émargement, quand elle n'est pas tenue ou émargée par le bureau, il y a une sanction de nullité, certes, et on a aussi une sanction pénale. Donc je pense que la recommandation, c'est peut-être, si on pousse hein, la logique à l'extrême, c'est de bien préciser en début de visioconférence dans l'Assemblée que chaque actionnaire finalement donne pouvoir au bureau pour émarger la feuille de présence, un petit peu comme ferait le professeur à l'entrée de l'école avec les enfants ou les étudiants, mais de procéder réellement comme une procédure d'appel et de rappeler expressément qu'effectivement le bureau, compte tenu du contexte de visioconférence, allait pouvoir j'allais dire, émarger la feuille de présence au nom des actionnaires qui sont tous présents par la visio. Peut-être un rappel d'un article qui peut être bien utile parfois quand on est confronté à des situations d'urgence ou exceptionnelles, parce qu'il peut y avoir des décisions exceptionnelles à prendre en conseil, mais particulièrement parfois en assemblée générale, et je pense qu'on va le voir de plus en plus pour les sociétés qui ont des problématiques de trésorerie. S'il faut procéder à des augmentations de capital urgentes quand l'utilisation du compte courant n'est pas possible, on a quand même cet article 125 qui peut nous sauver en ce sens que quand tous les actionnaires sont présents ou représentés, les éventuels vices de convocation tombent. Donc, ça permet parfois de pouvoir, j'allais dire, se passer du délai de 15 jours, convoquer de fait, j'allais dire, Assemblée générale. La limite, une fois de plus, c'est qu'il faut s'assurer que tous les actionnaires soient présents ou représentés. Ça veut dire tous les actionnaires, ça veut dire également les membres du conseil d'administration qui peuvent avoir une action de fonction pour éviter que la délibération soit entamée de nullité. Une fois de plus, le noter. À mon sens, ça demande ce que j'appelle la tenue d'un PV très vivant, de bien noter, de rappeler le cadre de la visioconférence. Et effectivement, comme le disait Rita, s'il y a un incident technique, le souligner. Rien n'interdit de faire une suspension de séance en cas d'incident technique. On en a eu un beau en direct grâce à moi avant la séance. Donc voilà, donc on a peu de moyens, mais il y a quand même cette possibilité de recours à la. Alors, Et on a juste, beaucoup de questions et sur juste peut-être, l'enregistrement. Ah, excusez-moi, allez-y, Madame Moussaïd. ouais, je voulais juste peut-être ouvrir une petite parenthèse avant de passer aux questions. C'est quand on utilise la visioconférence, il faut peut-être penser aussi à la protection des données Voilà, personnelles, j'allais vous poser car la cette question justement. utilisation, ouais, elle peut engendrer une collecte de données par la société et doit faire peut-être l'objet soit d'une déclaration préalable ou d'une autorisation selon si les traitements portent sur des données sensibles. Donc, c'était Voilà, une petite parenthèse. c'était la question de beaucoup de participants sur la protection des données au regard de l'enregistrement des débats en visioconférence. Donc, vous nous confirmez que il faudra veiller à respecter les données personnelles dans ce cas-là.
exactement. À respecter Exact. ou régulariser, hein. Ou régulariser par la suite. Ouais, il y a un communiqué qui est passé sur le site. On s'attend que pour ces sujets-là, j'allais dire le régulateur l'administration soient bienveillantes parce qu'il est clair que voilà, beaucoup de sociétés vont recourir à la visio et sans être en mesure, de toute façon, pour le moment, de facto, de déposer un dossier d'autorisation ou de déclaration. Donc, ce sera vraiment de la régularisation à faire. On a une petite question aussi sur la visioconférence. Si les statuts ne la prévoient pas, peut-on passer outre cette contrainte sur la base de la force majeure? Non, j'allais dire ce qu'il faudrait. Non, malheureusement, vous avez pas le choix. Et on risque d'être dans un processus circulaire. Rien n'interdirait, j'allais dire, de tenir une assemblée générale sur la base de l'article 125, par exemple, pour modifier dans un premier temps, assemblée générale extraordinaire, pour modifier vos statuts et pouvoir délibérer correctement dans la foulée. Encore faut-il au préalable que vous puissiez convenablement convoquer votre assemblée générale, mais il n'est pas impossible de pouvoir quand même, j'allais dire, avoir une réunion ou une convocation. Il faut quand même avoir une réunion du conseil d'administration préalable pour convoquer correctement votre assemblée générale. Si si tous les actionnaires sont présents ou représentés, vous pouvez, j'allais dire, renoncer au délai de 15 jours qui ait eu en amont une initiation correcte de la convocation. Donc, malheureusement, il n'y a pas le meilleur conseil pour le moment, plutôt que de faire, j'allais dire, n'importe quoi, ou de se lancer dans des PV tournants, ou de l'antidatage, et Dieu sait comme parfois les gens ont recours à ça sans s'apercevoir des conséquences que ça peut avoir dans une situation un peu plus contentieuse. La meilleure recommandation pour le moment, c'est d'essayer de reporter, d'attendre que le confinement soit fini. Parce que malheureusement, si la visio n'est pas prévue dans les statuts, on peut pas aller bien loin. Bien. On va peut-être passer au slide. Arrêté des comptes, qui était une grande. Ah, on a un petit problème. Madame Moussaïd, vous êtes là? Oui, je suis Oui, là. on a perdu Monsieur Bachelet. Je pense qu'il y a eu un problème de connexion. Est-ce que vous souhaitez poursuivre en attendant qu'il se reconnecte? Bien sûr, donc au fait, ce que présente ce slide, c'est un petit peu le résumé de ce que disait Christophe tout à l'heure, que l'arrêté des comptes, effectivement, est, est un sujet assez particulier et que pour délibérer valablement, il faut qu'un quorum soit respecté. Donc, le procès-verbal tournant n'est pas un procès-verbal au sens du droit des sociétés, donc pas vraiment valable dans ce cas-là. Aucune obligation légale de tenir un conseil d'administration pour arrêter les comptes 3 mois suivant la date de clôture de l'exercice. C'est plus une règle d'ordre comptable et une règle d'ordre fiscal dans la mesure où la loi comptable prévoit l'obligation d'établissement des états de synthèse au plus tard dans les 3 mois suivant la date de clôture de l'exercice et une obligation de déclarer le résultat fiscal dans les 3 mois qui suivent la date de clôture. Et même dans ce cas-là, les sociétés dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2018 est inférieur à 20 millions de dirhams pourront bénéficier d'un report de déclaration
du résultat fiscal du 31 mars au 30 juin Ça 2020. y est, j'ai pu me Christophe, reconnecter. tu nous Ouais. entends? Parfait. Voilà, on est donc Mhm. Livestorm est un moyen pas trop mal pour les visios, mais il y a des petits. C'est plutôt ma connexion internet qui est très mauvaise. Peut-être un point sur les PV tournants parce que on peut avoir des sociétés où effectivement qui logent des packs d'actionnaires. On peut trouver comment dire une conséquence ou une forme juridique à un PV tournant. Parfois, on peut le considérer comme étant peut-être plus proche d'une convention de vote. Lorsqu'il peut y avoir des décisions urgentes à prendre, on peut repackager un petit peu le PV. euh, Christophe, tu nous entends toujours? Monsieur Bachelet, nous vous entendons, nous? Ah, Ah, il s'est déconnecté on a encore. une perte de connexion. Alors Je peut-être juste, vous donne la ouais, parole. juste peut-être pour rebondir sur le repackaging du PV tournant dont parlait Christophe, c'était la recommandation en fait qu'on avait dans le slide suivant, qui consiste en vrai à excusez-moi, qui consiste en vrai à mettre en place une sorte de gentleman agreement ou encore une convention de vote qui va au moins sécuriser le vote favorable des administrateurs lors de la réunion du conseil qui va se tenir suite à la période de confinement. Donc c'est quelque chose qui peut être envisagé pour un petit peu sécuriser les parties. ouais, Christophe, tu nous entends? ça y est, je suis de retour. Je ne sais pas pour combien de temps. Non, mais effectivement, parfois pour des situations d'urgence, parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises et qu'on a encore Tu as peut-être des, des actes. Non, non, mais on peut avoir encore des opérations de cession, des opérations d'acquisition, besoin de sécuriser une offre ferme, besoin de se dire qu'on est d'accord sur les comptes, mais on peut pas être en mesure de les arrêter rapidement à cause des contraintes légales qu'on connaît. On peut faire circuler entre les administrateurs et les représentants ou les actionnaires un document avec des projets de résolution. Ça n'en sera qu'une convention de vote, ça c'est limite hein, en termes d'exécution forcée, mais ça peut être un moyen peut-être j'allais dire, de désenfler un peu le stress qu'il peut y avoir sur certains sujets, de se dire ok, on reporte, mais au moins on a déjà un accord qui est signé, donc c'est je m'engage à voter dans telle ou telle direction. C'est pas l'idéal, mais en tout cas à plusieurs reprises, ça nous a permis un petit peu de déstresser des situations de tension et d'accompagner, j'allais dire, le client dans cette phase un petit peu d'attente que la vie sociale puisse reprendre son cours. C'est particulièrement vrai pour les partenariats où on a des typologies d'actionnaires très contrastées. Mais voilà, ne vous méprenez pas, ça ne veut pas dire que on est en train de dire que c'est des PV tournants, c'est des contextes très différents, c'est une nature juridique différente. Et on recommande dans la plupart des cas de tout simplement reporter, surtout qu'on a encore le temps finalement en matière j'allais dire, d'arrêter des comptes. On a bon espoir que cette période de confinement finisse fin avril ou mi-mai. Il sera encore largement temps de tenir un conseil, d'arrêter les comptes. Peut-être en cas de délai un peu court, de recourir à l'article 125 dont on a parlé pour tenir une assemblée générale avec tous les actionnaires présents représentés. Et on aura un glissement, j'allais dire, sans doute jusqu'à fin juillet, mi-août, pour procéder à l'approbation des comptes sur la base du décret qui a suspendu tous les délais légaux. Donc on a quand même encore cette souplesse devant nous. Alors, sur les sociétés cotées, on a pas mal de questions. Qu'en Ah. est-il de l'obligation des sociétés cotées pour tenir leurs conseils dans les 3 mois de l'exercice, sachant qu'elles ont maintenant l'obligation de publier le rapport financier annuel au plus tard fin avril? Alors, pour les sociétés cotées, pour le moment, j'allais dire, en général, les statuts sont plus rigoureusement mis à jour, puisqu'à chaque fois qu'on travaille sur les premières opérations d'appel public à l'épargne, je n'ai pas, à ma connaissance, de société qui fasse appel public à l'épargne, qui n'ait pas pensé à rajouter la visioconférence. Beaucoup
sociétés cotées ou qui font appel public à l'épargne, il y a quelques distinctions, ont été contraintes dans la plupart des cas, soit pour défaut de quorum, soit pour des questions de changement de stratégie quant à la distribution des dividendes, de reporter leur assemblée générale. Donc, c'est plutôt sur la question du report qui est un peu plus contraignante, j'allais dire, quand on est une société qui s'appelle public à l'épargne. Reconvoquer une assemblée signifie qu'il faut refaire un avis de convocation. Le régulateur et la MMC, en tout cas récemment, nous ont demandé aussi de faire un communiqué de presse pour communiquer sur. Alors, bien sûr, c'est un élément de langage et de communication à faire avec le service de communication, mais en tout cas, le régulateur considère qu'en cette période, le fait de ne pas tenir une assemblée générale doit faire en plus d'un nouvel avis de convocation, un communiqué de presse au marché qui peut être assez lacunaire, mais il doit être accompagné d'un communiqué de presse pour expliquer brièvement pourquoi l'Assemblée générale a été reportée. Donc, pour le moment, en tapant sur Google, on trouve quelques comités de presse assez similaires en raison de la période de confinement, il faut reporter. Mais c'est vrai que la lourdeur, elle est beaucoup plus importante sur les sociétés cotées d'appel public à l'épargne parce que bah voilà, le télétravail, chacun étant confiné chez soi, c'est un peu plus compliqué d'aller bloquer les encarts de presse, de recourir au journal d'annonce légale, de valider un avis de convocation et aussi de peut-être boucler dans les 48 heures, puisqu'on a quand même une contrainte légale, le communiqué de presse. Là-dessus, sans flagornerie aucune, les services de la MMC sont disponibles, disposés, et j'allais dire sont là aussi pour conseiller, donner la bonne direction. La période de confinement n'est pas une fois de plus une excuse pour ne pas respecter les contraintes légales. Mais en revanche, à chaque fois qu'on a eu des questions ou des problématiques, notamment sur les reports, hein, comment est-ce que je peux tenir, le cas échéant, mon PV de carence, comment je reconvoque, parallélisme des formes, pas parallélisme des formes, qu'est-ce que je mets exactement dans mon communiqué de presse. Le régulateur est vraiment été toujours réactif et disponible aussi pour orienter les sociétés cotées. En tout cas, nous, je sais que là, sur les opérations qu'on a en cours, et y compris les AG en cours pour des sociétés qui font appel public à l'épargne, il a été particulièrement réactif, de bons conseils. Bon, on nous rappelle de temps en temps que voilà, il y a des contraintes à respecter, mais en tout cas, en termes de disponibilité, on a la chance d'avoir un régulateur qui est présent, j'allais dire sur le terrain, mais qui est en tout cas facilement contactable en ce moment. Très bien. Bon, on va peut-être passer à la suite. Alors, bon, rapidement, sur l'Assemblée générale, une fois qu'on a passé, j'allais dire, l'obstacle de la possibilité de faire une visioconférence, c'est un peu plus facile, même si ça demande une logistique de coursier ou de DHL. On a là plus de flexibilité en termes de mandat, puisque un actionnaire peut représenter plusieurs autres actionnaires. On n'est pas dans la limite malheureuse qu'on peut avoir dans le conseil d'administration où finalement un administrateur ne peut représenter qu'un autre administrateur. Là, sur les actionnaires, on a une gymnastique à mettre en place ou une logistique de pouvoir, de mandat, mais c'est quand même un peu moins contraignant et on arrive quand même à tenir nos quorums et nos règles de majorité s'il faut tout faire, j'allais dire, à distance ou par visioconférence. Donc là, après, si vous verrez sur le slide, on en a parlé en amont. Cette feuille de présence a émargé.
Le terme émargement veut bien dire ce qu'il veut dire, il faut les signer. Donc, à notre sens, en période de visioconférence, et si le PV a été très clair sur le contexte, moi, je vois pas de raison d'avoir un quelconque vice de nullité. Il faut juste peut-être préciser que le mandat du bureau pour effectivement émarger et noter toutes les personnes qui étaient présentes lors de la visioconférence. Donc peut-être une fois de plus, un peu plus de vigilance à porter sur la rédaction du PV et le faire vraiment pour le coup de prise de notes en direct et pas après. On peut peut-être passer au PV suivant. Au PV, au slide suivant. Alors, je vais essayer de partager mon écran parce que on a perdu Madame Moussaïd, je crois. Je note pour les prochaines webinaires, en fait, il faut être à 3. Ce serait Comme ça, plus il y en a sécure. un qui Ouais. perd la connexion Internet, l'autre peut rebondir. Mais non, mais c'est bien, ça nous rend humbles et on apprend à manier ce nouveau type d'outil. Alors, non, ça n'a pas marché. Alors peut-être en attendant, je me permets de revenir sur une question sur la visioconférence. Peut-on tenir une réunion en visioconférence et régulariser les statuts après? Non. Non, 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 une fois de plus, voilà, on est là, il y a une chronologie. L'idée, c'est pas non plus de tomber dans des faux ou de l'antidatage. Une fois de plus, je sais qu'il y a beaucoup de pratiques de marché de faire ce type de process, mais je peux vous dire qu'au moment où on rencontre des difficultés ou des tensions entre les actionnaires, ou alors on procède à un rachat ou une vente de sa société, il n'y a rien de plus facile que de casser des décisions sociales et de remettre un peu en péril toutes les décisions qui ont été prises auparavant. Donc, une fois de plus, si vous ne pouvez pas le faire proprement, attendez la fin de ce confinement pour le faire. À la fin du confinement, il faudra faire un ordre du jour dans lequel il faudra prêter, effectivement, modifier les statuts de la société. Très bien. Alors, je pense qu'on va revenir sur le PowerPoint. Ça y est, je crois que Rita a pu rejoindre. Alors, est-ce qu'on passe au SARL ou... Bah oui, laissons. Je pense que ça y est, la société anonyme a vécu ses heures. Peut-être un point, et ça explique aussi, je pense, la confusion qui règne ou la pratique de marché de ces PV tournants. En règle générale, j'allais dire confinement ou pas, c'est que souvent, la vie d'une société commence par une SARL où effectivement il y a des habitudes qui sont prises de PV tournants et de décisions écrites. On va y revenir, qui elles sont totalement entérinées par le législateur. La société est transformée en société anonyme et j'allais dire les habitudes qui ont été prises en matière de secrétariat juridique continuent et je pense que dans la plupart des cas, c'est de là que vient un peu cette pratique malheureuse parce qu'il n'y a pas eu peut-être suffisamment un petit peu de formation pour passer d'un modèle de gérance à un modèle très très lourd, c'est vrai, de société anonyme. Et on n'est pas rentré non plus dans les délices, j'allais dire, des sociétés à conseil de surveillance et directoire. Donc la SARL, finalement, présente aussi quelques avantages et quelques intérêts, mais qui après, voilà, s'arrête quand on transforme la société en société anonyme. Donc peut-être, Rita, je te laisse reprendre la parole tant que tu peux. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour les sociétés à responsabilité limitée, on n'a pas à tenir un conseil d'administration.
Donc, en principe, les décisions sont toutes prises en assemblée et que pour cette assemblée, par exemple, générale ordinaire, il faut au moins que la moitié des parts sociales soient présentes ou représentées. Par contre, si une présence physique à une réunion de l'Assemblée n'est pas possible vu les contraintes préalablement évoquées, il est possible soit de procéder et de prendre toutes les décisions par consultation écrite des associés. Encore une fois ici, si les statuts le permettent et dans les conditions et délais prévus par ces derniers. Donc, si les statuts ne permettent pas cette possibilité de prise de décision par consultation écrite, la tenue d'une assemblée physique est obligatoire. Donc, l'exception à la consultation écrite est l'approbation des comptes. Donc, toutes les décisions d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire peuvent être prises en consultation écrite. Par contre, l'approbation des comptes nécessite une présence physique. Donc, comment est-ce qu'on peut lever cette contrainte dans le cas où l'un des associés ne peut pas assister? Cela peut se faire en se faisant représenter. Ici, la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ne prévoit aucune restriction quant aux bénéficiaires du pouvoir, contrairement à la société anonyme. Il peut donc se faire représenter par un autre associé ou par un tiers. Ici, pour ce qui est de la visioconférence, malheureusement, cette possibilité n'est pas prévue par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Donc, bien entendu, ces contraintes ne sont pas applicables aux sociétés qui n'ont qu'un seul associé, ce qui rend la chose un peu plus facile. Pour faire un petit focus sur l'approbation des comptes, comme on disait tout à l'heure, la consultation écrite n'est pas possible. La loi prévoit que l'approbation des comptes doit avoir lieu dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. Donc, et le dépôt des comptes doit être effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur approbation, contrairement à la société anonyme où le délai est de 2 mois. Encore une fois, ce dépôt peut être fait par voie électronique depuis 2018, ce qui facilite la chose. Peut-être rapidement, ici aussi, les délais de 6 mois et 30 jours pour l'approbation et le dépôt des comptes sont concernés par la suspension prévue par le décret. Cela signifie donc que cette suspension s'applique au délai qui tombait ou qui tomberait entre le 23 mars, et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Peut-être ce qu'il faut retenir rapidement, c'est que les règles de représentation sont plus souples et viennent pallier l'absence de la visioconférence pour les SARL pour approuver les comptes et que toutes les autres décisions peuvent être prises par consultation écrite si les statuts le permettent, bien sûr. Et enfin, que les délais d'appro de compte et de dépôt sont concernés par la suspension. Mais encore une fois, peut-être il serait souhaitable d'avoir une communication officielle du ministère de la Justice pour affirmer cette dérogation légale. Il y a des dispositions spécifiques concernant la SARL d'associés uniques? Au fait, quand il s'agit d'une société à responsabilité limitée à associé unique, tout est plus facile parce qu'il y a un seul associé qui peut prendre des décisions tout seul. Donc, en fait, toutes ces problématiques de quorum, de réunion physique, etc., ne trouvent plus à s'appliquer. Peut-être, Christophe, tu avais quelque chose à rajouter sur cette partie ou pas du tout? Non, 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 on se retrouve de toute façon, on a beau faire le tour, j'allais dire, des formes sociales, le législateur, on le voit, a mis, comment dire, toutes les limites sur ce qui concernait l'approbation des comptes ou l'arrêté des comptes, donc quelle que soit la forme sociale, à un moment donné, on voit toutes les limites à la, aux visioconférences, au PV tournant. Donc finalement, on retrouve un certain équilibre entre la société anonyme et la SARL, mais quand même, on voit bien que la SARL reste un outil très très utile dans ces périodes-là. Et peut-être c'est vrai qu'avant j'allais dire, avoir le réflexe
de transformer sa société en société anonyme, parfois pour des raisons peut-être un peu plus d'ego ou de marketing vis-à-vis du marché, bah peut-être avoir une réflexion encore plus poussée parce que là on s'aperçoit tous que la société anonyme présente quand même de lourdes limites de fonctionnement dans des périodes un petit peu difficiles qu'on espère ne jamais avoir à revivre. Mais bon, ça nous a tous poussés, j'allais dire, à revisiter nos statuts, s'apercevoir un petit peu des limites légales. Et puis toutes nos entreprises, une fois de plus, avoir beaucoup d'humilité par rapport à tous ces événements. On essaie de s'adapter, on s'habitue. Voilà, nous, on découvre les webinars alors qu'avant, on était habitué à une salle avec des personnes en face de nous. Donc voilà, on essaie tous de s'habituer et de s'adapter surtout. Hmm. Alors peut-être juste rapidement, on a parlé des organes sociaux des sociétés. Si auprès des greffes, lorsqu'on a par exemple des sessions de fonds de commerce ou des traités de fusion à déposer au greffe, dans ce cas-là, nous pensons que les délais prescrits par les lois sont également concernés par la suspension des délais réglementaires et légaux. Donc, par exemple, tout ce qui est délai de publicité légale, dépôt et publication de certains actes dans les 30 jours, par exemple, ces délais-là sont également concernés par la suspension prévue par le décret. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur quelques questions pêle-mêle? Bah là, il y en a une Allez-y, excellente que allez-y, je vois je vous laisse y répondre. non, non, mais c'est vrai, c'est les limites de la visio. Comment faire pour vérifier l'identité des actionnaires faisant partie du flottant? Donc méconnu par la société Imetris participant à la visio. Je pense à défaut de procuration qui a été envoyée au préalable, et ça demande de bien préparer l'AG. C'est vrai que là, on arrive à une limite technique et malheureusement, je reconnais que j'ai pas de réponse pour cette excellente question. Faudrait essayer de réfléchir. Je vois pas. En l'absence de procuration, c'est vrai que le flottant demeure le flottant. Et par nature, c'est vrai que pour les considérer euh, comme présents, mais bon, c'est une question normalement dans l'avis de convocation, s'il est bien fait. Je réfléchis à haute voix, mais dans l'avis de convocation, il faudrait tout de suite mettre l'outil qui va être utilisé, et cet outil doit être suffisamment performant pour pouvoir absorber des connexions en direct, comme si le flottant est aussi convoqué à une assemblée générale. Donc il faut s'assurer que vous avez un outil qui permet d'avoir un nombre de participants significatif et surtout indiquer le lien de la visioconférence de façon à ce que chacun dans la vie de convocation qui est publique puisse se connecter et participer, j'allais dire flottant ou pas. Donc ça demande, d'être vigilant sur la vie de convocation et deux, s'assurer que l'outil n'est pas limité comme beaucoup d'outils à 4, 5 ou une dizaine de participants. Alors, je reviens aussi sur l'émargement de la feuille de présence. La signature électronique est-elle valable pour l'émargement de la feuille de présence? Oui, la signature électronique est valable. Le problème qu'on a avec la signature électronique, elle est reconnue, mais c'est les moyens, les moyens techniques pour la mettre en place sont extrêmement lourds à ce jour. Donc, il y a quelques sociétés qui l'ont. Je pense à Microsoft. Enfin, souvent, c'est des sociétés qui sont dans l'IT et qui ont mis en place cette signature électronique justement parce que ça faisait partie, j'allais dire, de leur ADN. Nous, on a commencé à essayer de voir les solutions à mettre en place, mais là, en période de confinement, c'est très lourd.
voilà, quoi, je ne peux pas en dire plus pour le moment. C'est reconnu, la validité est reconnue, mais encore faut-il avoir l'application, le logiciel qui vous permet de rentrer dans les clous de ce que la loi considère comme une signature électronique. Et malheureusement, à ce jour, je connais peu d'entreprises qui ont pu mettre en place ces moyens-là. Je pense qu'il y a une filière et il y a un vrai, il y a un vrai créneau. Il y aura aussi des vraies questions sur la légalisation des documents. Enfin, on se retrouve vite heurté à ces contraintes, à des contraintes pratiques plus qu'autre Très chose. bien. Je vais vous poser peut-être une dernière question parce qu'on arrive au terme de ce webinaire. Une question sur la preuve du vice de forme dans le cadre d'un procès-verbal tournant, surtout quand les documents ont bel et bien été signés. Bah, la preuve, elle est très simple, hein. On l'a dans des cas, tant que tout le monde s'aime bien et que c'est une ambiance un petit peu bisounours, il n'y a pas de problème. Et puis un jour, ce sera très évident de sortir les agendas, de dire non, non, mais moi, j'étais pas présent. J'étais pas présent, donc la preuve du contraire. Et alors là, qui plus est, en période de corona, enfin, c'est une évidence que les gens ne sont pas censés sortir de chez eux. Donc, qui plus est, dans une période de confinement, en cas de tension, de différend, pour employer le mot de nos arbitres, en cas de différend entre les administrateurs ou des blocs d'actionnaires, mais ce sera en tout cas une preuve très forte de dire, messieurs, moi je n'étais pas présent, ce document est un faux, ce PV n'est absolument pas, il est nul, et les décisions qui ont été prises en conséquence ont été nulles parce que tout le monde était chez soi. Donc là, je pense que c'est encore plus C'est risqué aussi, de lancer ce genre de PV tournant en période de confinement. mm. Le PV tournant est surtout utilisé, je pense, dans les sociétés à responsabilité limitée. Dans ce cas-là, au Hum. fait, il faut veiller vraiment à bien rédiger son PV et bien écrire que c'est une consultation écrite. Et normalement, si on doit respecter les règles de la loi, il va falloir que chaque associé envoie sa consultation ou son avis écrit au gérant. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment respecter la loi. Et si on a, comme a dit Christophe, un PV tournant avec toutes les signatures dessus. Je vois mal, signature légalisée ou apostille, je vois mal comment peut-on évoquer un Pour la vice. SARL, maintenant C'est ça. pour la SA, c'est Quelle est à déconseiller. la prescription Exact. pour contester la validité du conseil d'administration? Alors, pénal, c'est 5 ans. C'est très rigolo. Je ne sais pas pourquoi 5, pourquoi pas 3, pourquoi, mais c'est 5 ans parce que la meilleure attaque dans ces cas-là pour faire peur quand on est sur des différends, c'est d'aller sur le pénal parce que le pénal, ça tâche, ça fait un peu plus mal. Et Mm. là, vous avez 5 ans pour aller sur tous les derniers articles qui ont été savamment cachés à la fin, ceux qu'on lit jamais. Et vous pouvez toujours retrouver du pénal pour un PV qui n'a pas été bien fait, une feuille de présence qui n'a pas été émargée. Vous avez tout un système en fait de renvoi dans les textes en cascade qui vous amène vers les articles 393 et suivants ou 390 et suivants. Et donc là, vous vous retrouvez avec une prescription de 5 ans, ce qui vous laisse un peu les mains libres. Ça fait 2 ans supplémentaires. Euh, Ah, on a un petit problème de connexion encore. Madame Mm. Moussaïd, vous confirmez que c'est bien donc un délai de 5 ans concernant la prescription. Pour la prescription, effectivement, parce que c'est une société commerciale qui obéit aux règles du droit commercial dans le délai de prescription est de 5 ans. Euh, donc peut-être répondre à une autre Euh, question ou oui, alors en train de... si vous en voyez une à laquelle vous souhaitez répondre, n'hésitez pas. Alors, je vois une question sur les dérogations pour tenir les assemblées générales par visioconférence. Ben, effectivement, ce serait pas mal de que le législateur puisse mettre en place un décret qui puisse
allonger le délai d'approbation des comptes, mais en tout cas, ou tenir une assemblée générale par visioconférence, mais en tout cas, les délais pour tenir l'assemblée générale prévue par la loi sont touchés et soumis à la suspension du décret. Donc, tant qu'on est en confinement, je pense que la tenue de l'AG peut attendre. Très bien. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Malheureusement, Christophe Bachelet a perdu la connexion. Ah il revient peut-être pour nous dire au revoir. J'ai pas encore perdu la bulle malgré mon grand âge. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot? Une dernière question. C'est le téléphone n'est pas une visioconférence. Oui, on a une question là-dessus. Ouais. Voilà, je comprends tout à fait, et c'est là où franchement on voit tous un peu les limites de nos systèmes technologiques mis en place dans nos entreprises. Je pense que voilà, une fois de plus, cette malheureuse expérience va nous amener tous à nous remettre en question sur nos équipements, sur nos statuts, voire peut-être un peu sur nos process de tenue de nos assemblées. On va tous être peut-être encore plus rigoureux. Bon, je souhaite qu'on n'ait jamais cette seconde expérience, mais je pense que beaucoup d'entreprises, en tout cas, vont être amenées à réfléchir un petit peu de manière positive et constructive à cet événement assez malheureux. Mais le téléphone n'est pas un moyen de visioconférence. Très bien. Écoutez, merci pour toutes ces précisions en droit des sociétés. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de récupérer les questions auxquelles on n'aura pas pu apporter de réponse et d'y répondre plus tard par écrit sous forme de news qu'on publiera sur Lexis Maroc et puis sur le site dédié à l'actualité du Covid-19 en Afrique du Nord et au pays du Moyen-Orient. Donc, Monsieur Bachelet, Madame Moussaïd, si vous êtes d'accord, vous y répondrez peut-être par écrit plus tard à ces questions. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas de votre participation pour ce webinaire. Bon, on a eu un peu des problèmes techniques et je vous prie de bien vouloir nous excuser. Ça prouve que c'était du direct. C'est du direct, voilà. Donc, on tâtonne encore. On n'en est qu'à notre 5e webinaire. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. C'était notre baptême de webinar. Donc, voilà. Écoutez, merci pour votre expertise. Merci à tous. Donc, on a un enregistrement qui est d'ores et déjà disponible sur le site de Connexion. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous dès mardi à 16h sur ce même site pour un autre webinaire avec Swad El Alfi qui nous parlera de l'exécution des engagements contractuels dans le contexte de la crise que nous vivons actuellement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous remercie encore de votre participation. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.